Alors en France, on a un décalage assez important entre la perception que peuvent avoir les entreprises et les investisseurs et la réalité du droit du travail. Parce que c'est vrai que, vu de l'étranger, notre marché du travail peut apparaître complexe avec beaucoup de règles. En réalité, on a un marché du travail qui reste assez fluide et qui permet d'accompagner les évolutions des entreprises. Et d'ailleurs, on a aussi un certain nombre d'atouts sur ce marché du travail. D'abord, la productivité de la main-d'œuvre française est élevée, puisque nous sommes le 6e pays au monde en termes de productivité. Et puis, la qualité de l'enseignement, à la fois initial et professionnel, est reconnue. Alors en France en particulier, depuis quelques années, on a beaucoup renforcé la place du dialogue social en entreprise, considérant que c'est dans l'entreprise que le débat pertinent doit avoir lieu et que c'est dans l'entreprise qu'il faut donner les leviers à l'employeur et aux salariés de surmonter les difficultés. Donc on a créé différents outils juridiques qui permettent au sein d'une entreprise de négocier pour accompagner un moment de difficulté conjoncturelle. Et on a pas mal d'exemples récemment de négociations en entreprise qui ont abouti. Et si je prends le secteur automobile, on a par exemple l'exemple de Peugeot, dans lequel un accord a été conclu pour utiliser différemment les périodes creuses et les périodes pleines et faire en sorte que quand il y a une période creuse, le temps de travail soit décompté autrement et puisse ensuite permettre d'absorber les à-coups de productivité ou les à-coups d'activité quand ils arrivent. Renault a passé le même genre d'accord avec une modération salariale en contrepartie d'un engagement ferme à localiser de la production dans les usines françaises. On peut aussi citer Michelin qui est dans un univers un petit peu différent, qui a également un accord de flexibilité du temps de travail, justement pour permettre de s'ajuster aux évolutions. Et ça ne se produit pas que dans le secteur automobile ou assimilé, on trouve aussi ça dans d'autres secteurs d'activité. Donc on a bien les outils en France pour qu'une communauté à l'intérieur de l'entreprise réagisse à une difficulté. Au-delà de ce qui peut être négocié dans une entreprise, on a des entreprises qui ont des difficultés avec une baisse d'activité dont on espère qu'elle est provisoire. Dans ce cas-là, l'État et les partenaires sociaux, mais c'est un guichet unique État, financent la mise au chômage partiel, on appelle ça activité partielle, des salariés. Ça veut dire concrètement qu'une entreprise va dire à ses salariés « je ne vous emploie plus à temps plein, je vous emploie à temps partiel pendant une période liée au fait que mes carnets de commandes sont bas, et pendant la période où vous ne travaillez pas dans l'entreprise, c'est la solidarité nationale qui prend le relais. » Donc concrètement, pour ces heures non travaillées, les salariés reçoivent une indemnité horaire qui est égale à 70% de leur salaire brut et l'État et les partenaires sociaux refinancent cette indemnité à hauteur en gros de 7,5 € par heure, un peu plus quand les entreprises sont petites, un petit peu moins quand les entreprises sont grandes. Et ça permet donc de prendre une part significative du financement de ces heures non travaillées. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est maintenir le lien de travail et le contrat de travail, parce que si on espère que c'est un creux d'activité, ça veut dire que quand l'activité repart, les salariés sont toujours des salariés de l'entreprise et peuvent recommencer. Alors depuis juillet 2013, on a environ 15 000 entreprises qui ont été autorisées à faire usage de ce mécanisme d'activité partielle, autorisées pour environ 320 000 salariés. Donc vous voyez, c'est très significatif. Alors nous avons très fortement changé le droit du licenciement économique collectif il y a environ un an, dans une loi qui est applicable depuis le 1er juillet 2013. Et pour simplifier, nous avons encadré cette procédure dans le temps, donc en disant que cette procédure ne peut plus durer plus de 2 à 4 mois en fonction de la taille de l'entreprise. Et à la fin de cette période, le licenciement collectif économique est autorisé par l'administration qui se prononce en 15 jours ou 3 semaines selon l'organisation du licenciement et selon le choix fait par l'entreprise de négocier en interne ou d'être dans une volonté dite unilatérale. Donc ça change beaucoup de choses parce que ça donne de la prévisibilité et les entreprises ont besoin de savoir dans quel cadre de temps elles se situent. L'administration accompagne ces projets de licenciement économique dès le début et les résultats sont tout à fait satisfaisants. Nous avons eu presque 700 procédures depuis juillet 2013. Les autorisations sont données à 95%, nous avons 5% de refus. Et ce n'est pas que l'administration est forcément positive ou négative, c'est qu'en fait, comme elle accompagne les plans depuis le début, elle fait part de ses observations et ces observations sont intégrées par les entreprises. Et puis surtout, c'est quelque chose qui est très important pour les entreprises, la conflictualité a beaucoup baissé, les contentieux.
On avait entre 20 et 25% de plans sociaux qui étaient contestés devant les tribunaux avant la réforme, et nous sommes maintenant à 7%, ce qui montre aussi que cette réforme permet de faire ces opérations toujours difficiles dans un climat meilleur.